Imaginez un lieu où l'on cultive son propre potager, où les maisons fonctionnent à l'énergie solaire, et où les voisins travaillent ensemble pour réinventer leur façon de vivre. Une utopie? Pas tout à fait. Ces lieux existent, et on les appelle des écolieux. Dans ce podcast, on va plonger au cœur de ces petites communautés qui rêvent grand. Pourquoi émergent-elles maintenant? Quels sont leurs défis, leurs succès, et surtout, ce qu'elles peuvent nous apprendre pour construire l'avenir? On en parle tout de suite. Bienvenue dans cet épisode inspirant sur la fabrique de demain. Alors, c'est quoi exactement un écolieu? Le terme revient de plus en plus souvent, mais il reste parfois flou pour beaucoup de monde. Un écolieu, c'est un espace de vie collectif où on cherche à vivre en harmonie avec la nature et les autres. En gros, c'est une petite communauté qui se construit autour de valeurs comme l'autonomie, la durabilité et la coopération. Exact. Et ça va au-delà de planter des légumes bio. Il y a aussi tout un aspect humain. La gouvernance est souvent horizontale, les décisions sont prises en collectif et le partage des ressources est central. Ces lieux n'ont pas émergé par hasard, bien sûr. On est dans un contexte de crise, écologique, sociale, économique. Les écolieux offrent une réponse concrète en expérimentant des modes de vie alternatifs. Mais est-ce vraiment une solution viable? C'est une question légitime. On pourrait dire qu'ils sont des laboratoires à petite échelle. Ils testent des modèles qui pourraient inspirer des changements plus larges dans nos sociétés. Et au passage, ils permettent à ceux qui y vivent de réduire leur impact écologique. Et c'est intéressant de noter que ce n'est pas une idée nouvelle. Dans l'histoire, il y a eu des communautés utopiques similaires. La différence aujourd'hui, c'est qu'on intègre des approches modernes, comme la permaculture, les énergies renouvelables, ou encore des outils numériques pour s'organiser. Donc on peut dire que les écolieux sont à la fois une réponse aux défis actuels et une quête pour des solutions plus humaines et durables? C'est ça. Une quête qui part d'un constat, nos systèmes actuels ne fonctionnent pas. Il faut réinventer nos manières de produire, de consommer, mais aussi de vivre ensemble. Et c'est justement ce qui les rend fascinants. Ils ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais ils osent poser les bonnes questions. Alors, si on regarde de près, qu'est-ce qui fait qu'un écolieu fonctionne? Quels sont les grands principes qui les structurent? Le premier pilier, c'est clairement la permaculture. Pas seulement comme une méthode pour cultiver la terre, mais comme une philosophie. Elle pousse à penser en système, comment chaque élément peut nourrir l'autre, comment optimiser les ressources sans les épuiser. Et ça va de pair avec l'idée d'autonomie. Que ce soit énergétique, alimentaire ou même en termes de gouvernance. Les écolieux tendent vers un modèle où ils produisent ce dont ils ont besoin, énergie solaire, potager partagé, traitement des eaux sur place. Ça semble idéal, mais j'imagine que ça demande une vraie organisation. Comment fonctionnent ces collectifs au quotidien? La gouvernance est souvent horizontale, c'est-à-dire sans hiérarchie stricte. Les décisions se prennent en groupe, parfois par consentement. C'est une manière de responsabiliser chaque membre et de garantir que tout le monde se sent écouté. Et n'oublions pas un point clé, la solidarité. Ces lieux ne sont pas juste des projets écologiques, ce sont aussi des projets humains. Ils mettent l'accent sur le vivre ensemble, l'entraide, et des valeurs comme la coopération et la simplicité volontaire. Mais tout ça repose sur une question centrale, est-ce que ces principes peuvent vraiment tenir sur le long terme, ou est-ce que c'est seulement pour les utopistes qui aiment vivre en communauté? C'est une bonne question. Je dirais que ces principes sont une base solide, mais ils demandent un vrai engagement. Ce n'est pas juste un projet individuel, c'est un mode de vie collectif qui repose sur des valeurs partagées. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Les écolieux ne se contentent pas de rêver un autre monde, ils tentent de le bâtir, brique par brique, en partant de ces principes fondamentaux. Ok, maintenant qu'on a compris les bases, j'aimerais bien qu'on parle d'exemples concrets. Quels sont ces écolieux qui fonctionnent et qu'on pourrait voir comme des modèles? Un exemple qui revient souvent, c'est l'écolieu des Amanins, en France. Ils ont bâti un modèle où tout est pensé de manière circulaire. Leur ferme pédagogique produit des légumes bio, ils organisent des formations sur la transition écologique et ils fonctionnent avec des énergies renouvelables. Et ce qui est beau aux Amanins, c'est qu'ils intègrent la transmission. Ils accueillent des familles, des enfants, des étudiants, pour les sensibiliser à un mode de vie plus respectueux. Ce n'est pas juste pour les habitants, c'est un lieu ouvert sur le monde. D'autres exemples à l'international? Tout à fait. Par exemple, Damanhur, en Italie. C'est une communauté qui existe depuis les années 70. Ce qui les distingue, c'est leur dimension spirituelle et artistique. Ils ont construit des temples incroyables, tout en développant des systèmes durables d'agriculture et d'énergie. Et il y a aussi le hameau des Buis, qui est une référence pour les projets familiaux. Là-bas,
les enfants grandissent dans un environnement où on leur enseigne des valeurs comme la coopération, l'autonomie et le respect de la nature. On dirait que chaque écolieu a sa propre personnalité, ses priorités. Est-ce qu'il y a des traits communs entre eux? Absolument. Même si chaque lieu adapte son modèle à son environnement et à sa communauté, il partage souvent ces mêmes piliers, permaculture, autonomie et gouvernance collective. Mais aussi une vraie volonté de transmettre et d'inspirer au-delà de leurs frontières. C'est ça qui est fascinant. Ce ne sont pas juste des lieux où on vit différemment, ce sont aussi des laboratoires d'idées pour un futur plus durable. Ils montrent qu'un autre modèle est possible. Mais est-ce que tout est aussi idyllique? On pourrait se demander quels défis ces écolieux doivent relever au quotidien. Bon, maintenant, soyons honnêtes. Les écolieux, ça a l'air génial sur le papier, mais ça ne doit pas être un chemin facile. Quels sont les défis qu'ils rencontrent? Le premier, c'est sans doute la dimension humaine. Vivre en communauté, c'est loin d'être évident. Même avec les meilleures intentions, des conflits peuvent émerger sur la gouvernance, la répartition des tâches, ou même les visions à long terme. Et c'est souvent lié à la gouvernance horizontale. Si tout le monde a une voix égale, ça peut ralentir les prises de décision, voire provoquer des blocages. Il faut une vraie maturité émotionnelle et beaucoup de communication pour que ça fonctionne. J'imagine aussi qu'il y a des défis financiers. Monter un écolieu, ça ne doit pas être donné. Exactement. Acheter des terres, construire des infrastructures écologiques, ça demande un investissement important. Et parfois, ces projets peinent à être rentables, surtout s'ils dépendent de subventions ou de dons pour fonctionner. Et il y a aussi les aspects légaux. Dans certains pays, les réglementations sur les habitats alternatifs ou les modes de gouvernance communautaire ne sont pas adaptés. Ça peut compliquer la mise en place de projets. Mais est-ce que ces défis ne posent pas la question de la viabilité des écolieux à grande échelle? Si c'est si difficile, est-ce que ça peut vraiment devenir un modèle généralisable? Peut-être que la question n'est pas de les généraliser tels quels. Les écolieux, c'est un peu comme des prototypes. Ils montrent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et même si tout le monde ne veut pas vivre comme ça, il y a des leçons qu'on peut appliquer ailleurs. Exactement. Ce ne sont pas des solutions magiques, mais ils ouvrent des pistes. Ils nous obligent à repenser nos priorités et à expérimenter des alternatives. Les échecs sont aussi importants que les succès. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les écolieux ne sont pas une solution universelle, mais ils sont une étape essentielle pour apprendre et évoluer. Tout à fait. Et pour ceux qui y participent, malgré les défis, c'est une expérience profondément transformatrice. Ok, alors qu'est-ce que les écolieux peuvent nous apprendre, même si on ne vit pas dedans? Quels enseignements peut-on appliquer à notre quotidien ou à la société en général? Pour moi, le premier enseignement, c'est l'importance de repenser nos besoins. Les écolieux nous montrent qu'on peut vivre avec moins, mais mieux. En consommant de manière plus locale, plus consciente, on peut réduire notre impact écologique. Et ça va au-delà de la consommation. Ils nous invitent à repenser nos relations, avec les autres, mais aussi avec la nature. On peut intégrer des pratiques comme le compostage, cultiver un jardin partagé ou encore rejoindre des initiatives locales. Donc, on peut s'inspirer des écolieux sans forcément tout changer dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut appliquer à petite échelle? Absolument. Par exemple, s'investir dans des projets collaboratifs, comme des jardins urbains ou des coopératives. Ces initiatives recréent du lien social tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Et n'oublions pas les énergies renouvelables. Même si on ne vit pas dans un écolieu, on peut investir dans des panneaux solaires, réduire notre consommation énergétique ou militer pour des politiques locales qui soutiennent la transition. C'est intéressant, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique de penser que tout le monde va faire ce genre de changement? Peut-être, mais chaque petit geste compte. Les écolieux nous rappellent que même les grands changements commencent par des initiatives locales. Leur force, c'est qu'ils inspirent et qu'ils montrent que c'est possible. Et ce qui est essentiel, c'est de comprendre que ce ne sont pas seulement des lieux. Ce sont des idées, des principes et des pratiques qu'on peut adapter à nos contextes, qu'on soit en ville ou à la campagne. Donc, ce qu'ils nous offrent, c'est une vision. Une vision de ce que pourrait être une société plus durable, même si on commence à petite échelle. Exactement. C'est un appel à se reconnecter à ce qui compte vraiment, la nature, les autres, et un mode de vie qui respecte ces deux choses. On l'a évoqué plusieurs fois, mais parlons-en plus en détail, la communauté. Quel rôle joue-t-elle dans la réussite d'un écolieu? Elle est essentielle. Sans communauté, un écolieu ne peut pas exister. Ces lieux ne reposent pas uniquement sur des infrastructures ou des pratiques écologiques, mais sur des liens humains solides. La coopération,
L'entraide et des valeurs partagées sont au cœur du projet. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce ne sont pas juste des groupes de gens qui vivent ensemble. Ils développent une sorte de culture commune avec des valeurs comme le respect de l'environnement, la solidarité et la résilience. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que vivre en communauté, ça peut aussi être source de tension. C'est vrai, mais ça fonctionne grâce à des pratiques intentionnelles. Par exemple, beaucoup d'écolieux mettent en place des cercles de parole ou des médiations régulières pour gérer les conflits. L'idée, c'est de donner à chacun un espace pour s'exprimer et être entendu. Et puis, le fait de partager une vision commune aide à surmonter les difficultés. Quand tout le monde est aligné sur les valeurs de l'écolieu, ça crée une sorte de ciment qui maintient le collectif uni, même dans les moments difficiles. Est-ce qu'il y a des leçons là-dedans qu'on peut appliquer à notre vie quotidienne, même en dehors des écolieux? Absolument. On peut commencer par renforcer les liens avec nos voisins, nos collègues ou nos communautés locales. S'entraider, partager des ressources, créer des moments de convivialité. Tout ça renforce notre résilience collective. Et c'est aussi une manière de se protéger contre les crises. Une communauté soudée est toujours plus forte face aux imprévus, qu'il s'agisse de problèmes économiques, climatiques ou même sociaux. Donc, la communauté n'est pas juste un atout pour les écolieux, c'est aussi une clé pour la transition écologique à une échelle plus large. Exactement. C'est le moteur. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement une question de technologie ou de pratique, c'est une question de relations humaines. On a beaucoup parlé des écolieux comme des initiatives locales. Mais est-ce qu'ils peuvent avoir un impact plus large sur la société? Oui, et c'est ça qui est fascinant. Même si les écolieux restent des expériences à petite échelle, ils peuvent influencer des politiques publiques et inspirer des modèles de développement plus durables. Par exemple, certaines villes commencent à intégrer des principes de permaculture dans l'urbanisme. C'est vrai. Et je dirais que leur rôle principal, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Ils montrent qu'on peut vivre autrement. Ce sont des laboratoires vivants qui explorent des idées qui pourraient être appliquées à plus grande échelle, comme l'autonomie énergétique ou la gestion collective des ressources. Mais est-ce que c'est réaliste d'imaginer que des villes entières ou des villages deviennent des écolieux? Ou est-ce que ça reste une utopie? Je pense que c'est une question de perspective. Tout ne peut pas devenir un écolieu au sens strict, mais on peut s'en inspirer. Imagine des quartiers où les habitants partagent un jardin communautaire, des bâtiments qui produisent leur propre énergie, et des systèmes de gouvernance participative. Ce ne serait pas si loin de l'esprit des écolieux. Et il y a déjà des exemples. Prenons les villes en transition, comme Tottenham en Angleterre. Ces initiatives ne transforment pas tout du jour au lendemain, mais elles créent des réseaux locaux résilients et orientés vers la durabilité. Donc, les écolieux pourraient servir de modèle pour des changements plus systémiques? Exactement. Ils montrent que la transition écologique n'est pas seulement une affaire de technologie ou de loi, mais aussi de choix collectifs. Et plus ces choix sont visibles et inspirants, plus ils peuvent être adoptés à grande échelle. Et il nous rappelle une chose importante, l'avenir ne se construit pas seul. Il se construit ensemble, dans une logique de coopération et d'innovation. Finalement, ce qu'on peut en tirer, c'est que les écolieux ne sont pas seulement une fabrique d'alternatives locales, mais une source d'idées pour repenser la société entière. Exactement. Une fabrique de l'avenir, comme le dit si bien le titre du livre. Ça soulève une dernière question, est-ce que des techniques ou des modèles pensés pour de petites communautés, comme les écolieux, peuvent vraiment être appliqués à une grande échelle, comme une ville entière ou même un pays? C'est une très bonne question. Certaines techniques, comme les systèmes d'énergie renouvelable, les potagers urbains ou la gestion des déchets en boucle, sont clairement adaptables à une plus grande échelle. Mais ce qui fonctionne bien dans une petite communauté, comme la gouvernance horizontale, devient plus complexe à appliquer à l'échelle d'une ville ou d'un pays. C'est vrai. À petite échelle, on peut cultiver une forte cohésion sociale, ce qui facilite l'organisation collective. À grande échelle, on doit trouver des mécanismes pour recréer cet esprit communautaire, même si les gens ne se connaissent pas personnellement. Donc, l'enjeu principal, ce n'est pas tant la faisabilité technique, mais plutôt de maintenir cet équilibre humain et collectif. Exactement. Les écolieux nous apprennent que la coopération et les valeurs partagées sont aussi importantes que les solutions pratiques. Si on veut adapter ces idées à grande échelle, il faut réfléchir à des structures participatives solides où les citoyens se sentent vraiment impliqués. Et ça demande un vrai changement culturel. Les écolieux montrent qu'on peut vivre autrement, mais pour que ça marche à grande échelle, il faut aussi que la société dans son ensemble évolue, vers plus de solidarité, plus de respect pour les ressources naturelles, et une redéfinition de ce qu'est le bien-être collectif. Donc, même si ça reste un défi,
c'est une piste prometteuse si on adapte les idées et qu'on garde en tête les limites des écolieux à petite échelle. Exactement. Les écolieux ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais ils posent les bonnes questions. Et en s'inspirant de leurs principes, on peut imaginer des modèles hybrides qui fonctionnent à plus grande échelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Pourquoi les écolieux méritent-ils ce titre de « fabrique de l'avenir » ? Je dirais que leur principale force, c'est qu'ils incarnent une vision différente du monde. Ils montrent qu'on peut vivre autrement, avec plus de respect pour la nature et pour les autres. Et même si on ne peut pas tous vivre dans un écolieu, ils inspirent des changements concrets dans nos modes de vie. Et au-delà de l'inspiration, ils expérimentent. Ce sont des laboratoires vivants qui testent des solutions pour les défis écologiques, sociaux et économiques. Ils ne sont pas parfaits, mais leurs réussites et leurs échecs nous offrent des leçons précieuses. C'est vrai. Et ce que je retiens, c'est qu'ils ne se limitent pas à des techniques ou à des pratiques écologiques. Leur essence, c'est la coopération humaine, les valeurs partagées, et la recherche d'un équilibre durable entre l'homme et son environnement. Et cette essence-là, c'est quelque chose qu'on peut tous appliquer, à notre échelle. Que ce soit dans nos quartiers, nos familles, ou nos communautés, on peut recréer ce lien et construire un avenir plus solidaire. En fin de compte, les écolieux ne prétendent pas sauver le monde. Mais ils posent une question essentielle. Et si l'avenir n'était pas dans la compétition et l'extraction, mais dans la coopération et la régénération? Une belle manière de conclure. Merci à tous les deux. Et à vous qui nous écoutez, on espère que cet épisode vous a inspiré à réfléchir sur la manière dont on peut, chacun à notre manière, contribuer à fabriquer un avenir plus durable. Je vous invite grandement à découvrir le livre, le lien est dans la description. On se retrouve dans un prochain épisode. Abonnez-vous.